1789, ça n'est pas l'accession du peuple qui arrive au pouvoir pour se libérer du joug de la royauté. C'est l'accession au pouvoir, l'accession plutôt au pouvoir d'une caste, d'une minorité richissime qui va commencer à se voter des lois pour elle au détriment des malheureux, au détriment des malchanceux. Et depuis 2 siècles, nous subissons ça en pensant vivre en démocratie. Parce que le terme démocratie est utilisé par tous ceux qui vont aller voter en reprochant aux autres de ne pas le faire. Quoi, tu ne votes pas, tu refuses d'aller voter, tu oublies que nos parents se sont battus pour ça, certains en sont même morts. À ce, moi j'ai l'habitude de répondre, au nom de la démocratie, on est allé flinguer les Indiens d'Amérique, les Amérindiens. On est allé flinguer peut-être les Papous. On est allé balancer 2 gentilles bombes atomiques pour les tester au préalable sur les Japonais, qui eux avaient un monarque élu, on va dire, de droit divin, mais qui ne s'en portait pas plus mal. Et après cela, ils vont faire comme tout le monde, ils vont aller voter pour les bienfaits de la démocratie. En fin de compte, de bienfaits de démocratie, il faut retenir une seule chose, c'est qu'à chaque fois, nous élisons ceux qui vont nous asservir toujours davantage. Parce qu'ils s'amusent à voter des lois qui, strate après strate, viennent nous engluer et font de nous des gens qui, de plus en plus, vont avoir des difficultés à vivre. On le voit chaque jour, de plus en plus vous avez des individus qui s'en mettent plein les poches, et le malheureux travailleur, la malheureuse travailleuse qui se lève à 6 heures du matin, qui va porter ses gosses à la crèche et qui ensuite va travailler pour 1000 ou 1500 euros par mois, a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Et à côté de ça, au Parlement, nous avons des individus grassement payés qui viennent nous dire que nous devons nous serrer la ceinture parce que les temps sont durs et parce que nous sommes endettés. Endettés grâce à qui? Ça, je l'ai déjà expliqué dans de nombreuses reprises dans mes bouquins et je pense déjà dans mes précédentes vidéos. La loi du 3 janvier 1973, dite loi Pompidou-Giscard, Rothschild, qui a obligé la France à aller emprunter sur les marchés, alors qu'au préalable, nous empruntions à la Banque de France et au taux zéro. Imaginez la chose, vous avez une famille, un tonton richissime, à qui vous pouvez emprunter de l'argent et lui rendre quand vous le pouvez ou quand vous le voulez sans intérêt. Et puis du jour au lendemain, on ne veut plus que vous ayez emprunté au tonton richissime et on vous dit que vous allez aller emprunter à la banque et vous allez devoir rembourser avec 5-6% d'intérêt en fonction du fait si vous êtes un bon élève ou un mauvais élève devant la dette. Amis youtubeurs, bonjour. Alors merci d'être là pour cette deuxième partie de vidéo que j'ai appelée volontairement la bête immonde du Front National entre guillemets contre le golem de l'oligarchie qu'on cherche à nous imposer. Et j'aimerais démarrer cette partie avec 2 citations. La première, c'est de Joseph Staline, une référence, qui disait c'est pas le nombre de votants qui compte, c'est ceux qui comptent les votes. Et c'est vrai qu'on peut se poser de nombreuses questions suite au résultat du dimanche dernier, dimanche 23 avril, pardon. Lorsqu'on voit que des gens comme Gérard Collomb à Lyon ont chez eux des scores où on ne trouve zéro bulletin blanc. À Paris, chez Anne Hidalgo, on a 35% de votants pour Macron, et on se retrouve avec 4,99%, si mes souvenirs sont bons, pour Marine Le Pen. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 500 000 cartes de votants qui sont dans la nature, qui ont été délivrées en double. Vous avez des régions entières ou proches, pro-Front National dira-t-on, qui se sont vus radier en masse. Au journal de 20 heures, on n'avait pas encore terminé les dépouillements, que les résultats tombaient déjà, et Mélenchon à juste titre s'en plaint, puisque bizarrement, merveilleusement,
les résultats qui étaient annoncés à la télévision correspondaient pleinement à ceux, comment dire, qui avaient fait l'office des instituts de sondage. Et vous savez très bien l'intérêt et la confiance qu'on peut apporter à ces dits instituts de sondage. Et ma deuxième citation, je vais vous la lire parce qu'elle est assez longue. Alors, ça vient d'un écrivain qui s'appelle Aldous Huxley. Écoutez bien, pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Alors, ça nous vient d'un livre d'Aldous Huxley. J'invite les jeunes et les moins jeunes à se procurer ce bouquin. C'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Il y a un autre que je ne saurais trop vous conseiller, c'est George Orwell, 1984. Ces deux bouquins, je vous les conseille vivement, bien que je devrais vous conseiller les miens, mais ils nous représentent véritablement la société. Ces deux écrivains étaient des visionnaires. Ils sont morts il y a déjà un bon moment. Ces gens étaient des visionnaires et pour cause, ils étaient tous deux des frères Latruelle. Donc ils savaient très bien le monde qu'on tentait dès lors de vouloir nous imposer et qui prochainement va devenir le nôtre. Remarquez, quand je dis un monde qui va devenir le nôtre, je dis une gigantesque connerie parce que c'est déjà le nôtre depuis un bon moment déjà. Les lobbies nous leurrent sur des bases d'appréciation qui sont fausses. Mais Contemporain ne pense pas nécessairement faux sur des bases vraies. Il pense très souvent vrai sur des bases qui sont fausses. Et c'est ce que je m'éreinte à vouloir dénoncer dans le bouquin. Ce qui est vrai, ce que je tente d'expliquer en politique, mais tout autant pour la science, pour l'astronomie, pour l'économie, pour l'histoire qui est pleinement falsifiée. Non, je n'en veux pour simple exemple ce que je vous ai expliqué dans la première partie de vidéo, à savoir la fameuse Révolution française qu'on a voulu démocratique et représentative du peuple. Elle représente tout sauf le peuple. C'est le Ouroboros, le serpent mythique qui se mord la queue et à chaque fois on est reparti pour un tour et là on veut nous en remettre pour 5 ans. Donc quand je tente de dénoncer ce qui va arriver, en fin de compte, c'est déjà là depuis un bon moment. Il est grand temps que les gens en prennent conscience. Mais comme réécouter le passage où j'énonce les propos d'Aldous Huxley, on est en plein dedans, un monde anesthésié, une jeunesse qui est vautrée dans les jeux vidéo, des programmes scolaires qui sont dévitalisés, des gens qui ne lisent plus, qui se contentent de la surface des choses. Si vous cliquez sur mon site internet Vecteur Douceur, vous verrez, j'ai fait une petite aparté, vous cliquez sur historique, j'ai fait une référence au poisson rouge, parce que les gens, de la manière dont on les fait réfléchir, commencent à avoir une mémoire de poisson rouge. Ils oublient très vite ce qui est essentiel et ce qu'on devrait garder constamment en mémoire. L'éternel problème des honnêtes gens, c'est que ils vont tous penser que la majeure partie de nos dirigeants pensent et raisonnent comme eux avec leur cœur. Pour quelqu'un qui est profondément honnête et qui veut vivre sa petite vie sans emmerder son voisin, il est difficile d'imaginer que nos dirigeants puissent être aussi retors et qui plus est être dirigés par des individus qui sont encore bien plus qu'eux. Vous avez
dans l'ombre les véritables dirigeants de cette planète qui ne sont qu'une modeste poignée, mais qui sont animés par des mobiles purement mercantiles et qui, pour arriver à leur fin, sont prêts à tout. Ils sont vecteurs de guerre, vecteurs de révolution, massacrer des peuples entiers, ça ne leur fait pas peur. Quand je dis ça, certains font les gros yeux. Nous sommes à une époque où on ne croit plus en rien. Si on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas en diable. Pourtant, sachez que cette élite est profondément sataniste. Les sacrifices humains et surtout les sacrifices d'enfants sont pour cette chienlit d'un intérêt vital. Vous en parler, ça serait trop long, mais j'aurai, je pense, l'occasion d'en faire une vidéo. Vous avez des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année, qu'on ne retrouve jamais, c'est pas pour rien. Donc les braves gens ne peuvent pas imaginer ça, c'est normal. Moi, quelquefois, moi qui suis plongé depuis des années dans tout cela, quand vous avez les mains dans la merde, bon, ça vous fait plus rien, vous réagissez plus pareil. J'essaie d'avertir mon entourage, mais souvent on me regarde avec des yeux ahuris et les gens se disent qu'est-ce qu'il a dans la tronche, le pauvre Olivier, mais ça n'est que la réalité. Nous sommes dirigés par une caste qui vous dit quelque chose mais pense son contraire. C'est la base même de la franc-maçonnerie. Ceux qui nous ont imposé cette vision liberté, égalité, fraternité sont ceux-là même qui ont fomenté cette révolution. Pour la plupart, ils étaient des apatrides. Ces individus ont pour base, ce qui est la base de la politique, dire blanc, penser noir, ou dire noir et penser blanc. Donc vous doutez bien, par exemple, quand un Pasqua, qui était en fin de compte le parent politique d'énormé et futur président Sarkozy, disait les promesses n'engagent que ceux qui y croient, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. J'ai résumé là en une phrase la base de cette politique qui est pourrie, mais pourrie jusqu'à la moelle, et dont il faut dorénavant penser à s'éloigner en changeant complètement le système. Et je sais très bien qu'en disant cela, je suis un parfait utopiste parce que avec ce qu'on veut à tout prix nous imposer dans moins d'une semaine avec le Macron qui arrive, c'est une vue de l'esprit. On veut nous marteler ce système, on ne peut pas en changer, il est trop tard. Et pourtant, je le répète, il faudrait tout remettre à plat, mais jamais, jamais personne n'aura le courage de le faire. On a là un pur produit marketing. On assiste à quelque chose d'extraordinaire, un pur produit marketing fabriqué de toutes pièces avec un parti qui vient de nulle part en moins d'un an. Il a eu, comment dire, les médias lui ont taillé des boulevards pendant qu'on taillait des costards à Fillon en s'occupant justement de ces costards. On n'est pas allé chercher la face cachée du candidat Emmanuel Macron. Lui aussi ne traîne pas des casseroles, il traîne la cuisine avec, mais les médias vendus et surtout propriétaires de l'oligarchie qui cherche à nous l'imposer, nous l'ont vendu comme le joli petit énarque qui va remettre notre pays à flot, alors qu'en fait il est là pour en finir avec les derniers acquis sociaux, il est là pour... c'est malheureux que le commun des mortels ne passe pas quelques heures de sa vie, ne serait-ce que chaque semaine, pour aller chercher les véritables infos, il sera effrayé. Moi, c'est pas quelques heures chaque semaine, c'est tous les jours que j'y suis le nez dans les infos, et je peux vous dire qu'on vous leurre. Pas plus tard que ce midi, j'ai encore regardé les infos par obligation, parce que ça m'emmerde royalement, je sais qu'on nous ment jusqu'au trou de nez, mais bon, on nous parlait de Calais. Bon, je suis sensible au sujet, je suis calaisien de naissance. Et on est en train de nous dire que Calais, c'est bien, ça revient, ça repart. Les migrants sont partis, c'est reparti pour un tour, le commerce est à nouveau florissant, les camions n'ont plus de soucis. Mais on se fout vraiment de la gueule du monde parce que, croyez-moi, les migrants sont en train de revenir, ils sont là, les migrants. Donc, bizarrement, entre les deux tours, alors que la veille du premier tour, on a fait un attentat sur les Champs-Élysées qui tombait à bon escient parce que, en fin de compte, ça n'a pas marché parce que même de ça, les gens sont blasés. Mais ce petit attentat avait pour but à nouveau de faire peur aux gens, c'est toujours le but des attentats, et d'orienter vers un vote frontiste de manière à ce qu'immanquablement la bête immonde, entre guillemets, du Front National soit bien présente
au second tour. Quant au Fillon, on s'en est débarrassé. Je suis pas filloniste, je suis pas mélenchoniste, je suis pas macroniste comme vous allez le voir avant la fin de cette vidéo, mais on a tout fait pour créer des clivages, on a saucissonné les partis. Si Mélenchon s'était allié avec Hamon, la prétendue gauche aurait été présente au second tour, et idem pour la droite. Donc c'est que immanquablement, le système en place voulait nous imposer un combat, un match de boxe truqué, avec au second tour le candidat du système, le golem du système, et en face celle pour qui il ne faut surtout pas voter parce que ça en serait fini de la démocratie, ça en serait fini de nos libertés, ça serait le retour au fascisme. Il y a vraiment que les gogos, les abrutis qui peuvent tomber là-dedans, et pourtant, vous avez au premier tour, si les chiffres sont exacts, ce dont je doute grandement, avec ce que je viens de vous expliquer, vous avez quand même près d'un quart des Français qui ont voté pour le fossoyeur du système qui est issu digne fils spirituel, tout comme Sarkozy l'était de celui dont je vous ai cité tout à l'heure, Macron, pardon, est le digne fils de Hollande. D'ailleurs, Hollande le dit, Macron, c'est moi. Attali dit la même chose. Attali, à juste titre, comme nous allons revoir tout à l'heure, dit que Macron est sa créature. Et si vous savez qui est Attali, ce que pense Attali, il y a vraiment de quoi avoir peur. Donc, vraiment que les gens réfléchissent encore avec ce qui leur sert de cerveau. Alors Macron, qui veut bien l'entendre, se dit hors des partis, alors qu'en fait, son mouvement En Marche n'est que la résurrection du PS. Qui plus est, soi-disant, c'est du nouveau, mais c'est faire du nouveau avec du vieux. Quand on voit toutes les vieilles béquilles des autres partis qui sont en train de le rejoindre, c'est faramineux, quoi. Quand vous voyez un Jean-Yves Le Drian qui est en train de lui prêter allégeance, ils sont tous en train de lui prêter allégeance, de lui lécher les bottes pour rester poli. Quant à Valls, alors là, on atteint vraiment des sommets, vraiment. Je sais pas qui peut encore faire confiance à un type comme ça, mais il dit tout et son contraire. Il était contre, maintenant il est pour faire partie du programme, mais ça n'est qu'une continuité de ce que Hollande a fait durant 5 ans. C'est pas compliqué, je vous l'ai dit en première partie de vidéo. La gauche a été choisie par l'oligarchie pour accomplir les bases d'œuvre. Sarkozy nous a fait ça en douceur, tout doucement. Hollande est arrivé avec le PS, ça a été le Caterpillar. Et puisque c'est soi-disant la gauche, les gens sont plus réticents. Avec la droite, les gens auraient été vite dans la rue, mais là, la gauche, ça a bougé, mais tout. On voit par là que le français est un brave type. On dit toujours que le français est raciste, c'est faux, mais le français est vraiment, comme disait De Gaulle, le français est un veau, quoi. Il faut du temps pour comprendre. Mais là, il serait grand temps que le français se réveille, parce que derrière Macron, vous avez toute l'oligarchie, vous avez les Goldman Sachs, par exemple. Quand Fillon a commencé à avoir des démêlés avec les journaleux, il a dit, moi je suis prêt à tout mettre sur la table, qui me finance pour ma campagne et compagnie. Macron ne l'a pas fait, alors qu'on sait très bien qu'il s'est occupé de... Macron est allé à Londres en 2016 pour faire des levées de fonds. C'est un cadre de la Goldman Sachs qui s'est occupé de ça. Quand vous voyez ce que la Goldman a fait en Grèce, puisque ce sont eux qui ont pris les finances en main, ces gens-là, partout où ils passent, comme Attila, l'herbe ne repousse jamais. Et là, c'est le français qui ne va jamais repousser. Derrière lui, il a vraiment tout ce que le système a fait de pire. Les Bernard-Henri Lévy, les Jacques Attali, c'est fabuleux. Un Jacques Attali qui nous vante depuis des années sans que personne ne sourcille à la télé les bienfaits du mondialisme. Pour tous ces gens-là, tout est à vendre, tout est à acheter. Ils prônent un nouvel ordre mondial avec comme capitale Jérusalem, ça veut tout dire, et les gens ne bougent pas. Jacques Attali nous promet depuis longtemps un troisième conflit mondial. C'est clair, il a raison, là-dessus je le rejoins pleinement, parce que tout est planifié depuis longtemps. Pour ceux qui m'ont lu, cela me comprendront, tout est planifié par l'oligarchie depuis longtemps.
sur le dollar est inscrit Ordo Apcao, c'est pas pour rien. L'ordre qui doit naître, l'ordre nouveau voulu par ces élites, qui doit sortir d'un chaos global, c'est là, c'est pour demain, c'est pour bientôt. Il faut vraiment que les gens réfléchissent, réagissent, mais de toute façon, ce qui est écrit dans les livres anciens, le Coran en parle, la Bible en parle, c'est plié, c'est plié, c'est plié. De toute façon, les gens ne se réveilleront pas. Déjà, quand on commence à prononcer ces mots-là, les gens vous regardent bizarrement. De toute façon, il est clair, je le dis souvent, vous êtes un mec bien maintenant quand vous regardez des films de cul. Plus vous êtes un gros dégueulasse qui regarde des saloperies et des films de cul, ça va, ça. Mais si vous avez malheur de dire, je suis croyant, je crois en Dieu et je lis la Bible, oh là là là, oh, ça c'est dégueulasse, il faut pas, quoi, il faut pas. Donc en fait, il a toute l'oligarchie derrière lui. Macron, c'est les Monsanto, c'est Servier. Ce que les journalistes se sont bien gardés de dire, c'est que derrière lui, par exemple pour son programme santé, il y avait le responsable du scandale du Mediator, le laboratoire Servier. Si mes souvenirs sont bons, c'est un certain Jean-Jacques Mourad qui lui écrivait son programme santé et qui avait été payé rien que pour l'année 2016 1 million d'euros par les labos Servier pour rédiger ce fameux programme santé. Donc, quand ça a commencé à se savoir, que ça a commencé à sentir mauvais, il a été viré en douceur, mais jamais les médias ne s'en sont fait le relais. Quand il était à l'économie, on n'a pas relayé non plus le scandale. En tant que ministre de l'économie, le ministre a un budget pour tout ce qui est repas, réception et compagnie. Il a utilisé quelque chose comme 80% de ce budget, c'est-à-dire 120 000 euros pour préparer sa future campagne présidentielle. Mais lui, il avait le droit. Bon, je me fais pas les copains de Fillon et compagnie, mais bon, Fillon, on l'a accusé de certaines choses qui étaient certainement vraies. Mais pourquoi on s'en prend à Fillon? Pourquoi on s'en prend à Mélenchon? Et pourquoi lui, on l'épargne? Il a renvoyé, il est là pour ça en tant que golem. Je vous donnerai bientôt la définition du golem, mais il a renvoyé l'ascenseur à son maître et ancien employeur Rothschild parce que il s'est refusé lorsqu'il était ministre de l'économie de faire la séparation grandement nécessaire entre les banques d'affaires et les banques de dépôt. C'est ce qui nous a valu cette fameuse crise de 2008. Les banquiers, pour faire simple, ont le droit de jouer à la roulette russe, ont le droit d'aller au casino. Quand ils gagnent, c'est tout pour leur gueule, et quand ils perdent, c'est nous, les pauvres contribuables, qui devons renflouer ces mêmes salopards pour qu'ils rejouent au casino. Vous avez un fils chez vous qui joue, bon, bah, il perd, papa, tu me donnes des sous. Là, le papa, c'est le peuple français, et c'est valable pour tous les pays. Et quoi qu'il en soit, il a refusé de le faire. Il était prêt à descendre les fonds propres des banques. Les banques sont obligées, enfin maintenant c'est comme la roupie de Sansonnet, d'avoir des fonds propres disponibles. Déjà, lorsque c'est promis, je suis en train de le faire, mais c'est compliqué parce que je dois choisir des termes simples pour vous parler d'économie et de la dette, ce qui est vraiment la dette. Alors là, vous allez mourir de rire quand vous saurez. Les banques, par exemple, si elles engrangent 10, elles peuvent reprêter 9 fois plus. C'est-à-dire que c'est pratiquement exponentiel. Les banques, maintenant, n'ont pratiquement plus de fonds propres, ce qui fait que quand elles vont se casser la gueule, vous allez tous perdre votre épargne. Tout ce que vous aurez en banque, les banques vont vous le prendre et se barrer avec, comme ça s'est fait en Amérique du Sud il y a de cela une vingtaine d'années. Je ne sais plus dans quel pays, enfin bref. Quoi qu'il en soit, il était encore prêt à descendre les fonds propres que les banquiers doivent avoir dans leur coffre. C'est pour prouver pour qui ils roulent. Donc c'est pour ça que quand on me dit qu'il y a près d'un quart des Français qui ont voté pour leur fossoyeur, je trouve ça exceptionnel. Si c'est vrai, c'est horrible, ça fait peur. Si c'est enfin dans les deux cas, nous sommes les dindons de la farce. C'est la porte ouverte avec des individus comme ça. En tant qu'individu proprement dit, je n'ai rien contre lui, je le connais pas, il m'a rien fait, mais il représente quelque chose de totalitaire. On parle de tyrannie, on nous parle toujours du fascisme, mais ça c'est un fascisme économique. Ces gens-là sont prêts à passer sur le ventre des peuples pour faire des bénéfices à deux chiffres. Il n'y a rien à faire. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que les gens comprennent ça. Il a un programme creux, il dit tout et son contraire.
J'en veux pour exemple lorsqu'il a parlé que nous étions allés à l'étranger, la colonisation c'est quelque chose d'horrible. Bon, là-dessus, je peux le rejoindre, je suis pleinement d'accord avec lui. Quand il est en Algérie, il dit ça, et quand il est en France, il dit tout à fait le contraire. Donc ça prouve que il est lisse, il veut déplaire à personne. C'est du vent, c'est vide. Et quand on s'attaque à mon pays en disant que c'est un pays qui n'a pas de culture, faut arrêter les conneries, hein. Faut vraiment arrêter les conneries. Si la France n'a pas de culture, aucun pays n'en a. Nous avons enraciné une profonde culture. La France a quand même vu des génies littéraires, enfin, dans de nombreux domaines. La France, c'est pas rien. Il y a encore 2 siècles, même moins de 2 siècles, on parlait français dans certaines cours impériales, par exemple en Russie. C'était de bon ton de manier plus que correctement la langue française. Donc, quand on vient nous dire que la France n'a pas de culture, on va peut-être plutôt aller voir du côté des Américains, hein, parce que si la France n'a pas de culture, je considère qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui en ont. Donc, quand on s'attaque à son pays comme ça, quand on se veut le représentant des Français et qu'on dit qu'ils n'ont pas de culture, que leur pays n'a pas de culture, je trouve que c'est quand même, c'est vraiment arbitraire. Le représentant de notre nation doit défendre bec et ongle le pays qui l'a mis au pouvoir. Donc là, rien qu'au travers de ça, rien qu'au travers d'une simple phrase, pour moi, c'est de la traîtrise à l'état pur. Mon pays, je l'aime, mon pays a une culture, mon pays représente quelque chose. Je n'ai pas la prétention d'être supérieur aux autres, mais qu'on ne vienne pas me dire que nous sommes inférieurs aux autres. Je suis fier d'être français, on a une culture française, point barre. Donc, ceux qui viennent dire que la France n'a pas de culture, dans ce cas-là, si ça leur plaît pas, qu'ils se barrent. Et M. Macron, s'il considère que la France n'a pas de culture, qu'il se barre également. On peut remarquer aussi, et ça n'a pas non plus été vraiment, même pas du tout relayé par les médias, c'est que M. Macron se couche devant l'intégrisme. Il avait un de ses collaborateurs, un certain Mohamed Saoud, qui avait des propos assez intégristes, qui était pro-Erdogan, qui ne suivait pas Charlie, quoi qu'en cela je le rejoigne aussi. Ceux qui m'ont lu comprendront. Lorsqu'il avait été interviewé sur la radio Beurre FM, il se croyait hors antenne et en fin de compte, il avait clairement dit qu'il était au courant des propos plus que subversifs de son collaborateur. Mais s'il s'est aplati, c'est parce que le collectif en CCIF, collectif anti-islam intégriste de France, l'avait menacé de détourner le vote musulman, que les musulmans ne votent pas pour lui. C'est pour ça que la grande mosquée de Paris et son recteur appellent à voter Macron, et que c'est en écho relayé par un des responsables de la mosquée de Drancy, monsieur Chalgouni. Si vous voulez voir les discours de ce monsieur, allez sur YouTube, ça sera très édifiant. Donc, là aussi, c'est quand même assez paradoxal. Monsieur Macron ne parle jamais de son passage en tant que ministre de l'économie. Vous allez certainement, pour certains, penser que j'ai instruit à charge, mais je suis désolé. Marine Le Pen, qui est également concernée dans le deuxième tour, plus que concernée d'ailleurs, n'a jamais participé au pouvoir. Macron, oui. Pourquoi il n'en parle pas? C'est simple, certains faits qu'on lui reproche ont même été qualifiés de scandale d'État. Là où il a aidé également ses pairs au niveau banquier, il a également aidé ses pairs au niveau industriel. Alstom, un de nos fleurons de l'industrie française, a été bradé, racheté par General Motors. C'était quand même quelque chose qui faisait partie du patrimoine français. Ça a mis, je ne sais plus, je crois que ça a mis 500 employés sur le pavé. L'aéroport de Toulouse-Blagnac qui a été privatisé à 49,99% pour être vendu à des Chinois.
c'est encore Monsieur Macron. Alors pourquoi? Rien que ce terme-là, et on va faire un petit peu d'étymologie, privatiser. Des choses qui appartiennent au peuple pour le bien, on dit qu'on va les privatiser. Mais dans privatiser, il y a privé. Quelque chose qui a été financé par le peuple français, pourquoi on va lui privatiser? Pourquoi on va lui retirer? C'est ça la démocratie, c'est sous couvert de démocratie, en loose dé, en douce, on va retirer au peuple son bien commun pour le vendre à une bande de loustiques qui vont s'en emparer et qui vont ensuite nous faire payer le droit de l'utiliser. Ben c'est ça, voilà ce que représente Monsieur Macron. Monsieur Macron, lorsqu'il était au gouvernement, a fait des faveurs pour soi-disant l'industrie et le chômage. Ça a profité à qui? Bah, aux grosses entreprises du CAC 40. Il avait fait un plan également, je suis obligé de regarder mes notes, ça s'appelait le CIEC, Crédit d'impôt compétitivité emploi. Ça a coûté 20 milliards aux contribuables français pour un résultat nul. Alors, quand on vient nous dire que M. Macron est une chance pour la France, qu'il va redresser notre pays, quand on voit des millions d'individus qui lui font confiance pour sortir de l'ornière, quand on voit des maires qui ont donné leur signature par un individu comme ça, où ce sont tous des décérébrés, où ce sont tous des vendus au système, pour moi, il y a une part des uns, une part des autres. Quoi qu'il en soit, n'attendez rien d'un individu qui a déjà fait ses preuves. Et ces preuves sont nulles et non avenues. Et puis je le répète, pour revenir à Attali a quand même dit clairement les choses que Macron était sa créature, sa fabrication. On a quand même, quelques jours avant les élections, si mes souvenirs sont bons, Pierre Berger, chantre du lobby LGBT, celui qui a dit que bah, aucun déshonneur, une femme pouvait louer son ventre. Hein, bon, un gosse, c'est quoi? Ça s'achète. A félicité Hollande d'avoir employé Macron comme ministre et d'en avoir fait le futur président. Au soir du premier tour, qu'est-ce qu'on a vu? Un cortège tout gyrophare dehors se diriger vers une brasserie très chic du 14e arrondissement de Paris, je crois, la Rotonde. Bon, bien sûr, Stéphane Bern nous a dit que c'était gentillet, c'était pas un représentatif, c'était pas trop friqué, mais faut arrêter les conneries. Vous aviez là, par exemple, Émile Renault qui était déjà là avec Sarkozy. Ce sont toujours les mêmes. Alain Laminck, alors là, celle-là, il faut que je vous la cite. Alain Laminck est un de ces fameux économistes qui n'avait pas vu venir la crise de 2008 et qui par la suite nous a dit que bah, la crise, elle était derrière. Bon. Alain Laminck, la citation est assez longue, il faut que je vous la lise. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, notre Alain Laminck? Que je le retrouve. Alors, il est appelé le conseiller Lapoisse qui se trompe sur tout et fait perdre ceux auxquels il apporte son soutien. J'ai dit à David Rothschild de prendre Macron à tout prix parce qu'il était extrêmement charmant et intelligent et que ce sont les qualités d'un homme d'affaires. C'est quand même un métier de pute. Donc, bah, ce monsieur qui, en fin de compte, a traité Macron de pute était là ce jour-là à la Rotonde. Bon, vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Moi, quand j'étais gamin, bon, je m'intéressais pas vraiment à la politique, mais bon, au moment des élections, on a assisté à des choses. Vraiment, c'était du costaud, c'était les mecs s'engueulaient, avaient un programme, on en entendait parler. Là, on a eu droit pendant 2 mois à un déballage d'histoires de couple, des costards et compagnie. On n'a pas parlé de l'essentiel, des choses qui intéressent vraiment le Français. Quand vous voyez un Robert Hue, ex-représentant du Parti communiste, appelé à voter Macron, mais on est vraiment dans un monde de fous, un truc de décérébré. C'est ce que je vous disais un peu plus haut.
Aldous Huxley, lorsqu'il dit qu'une population décérébrée est plus facile à diriger, ben c'est facile à comprendre. Et c'est ce vers quoi on se dirige, on est en plein dedans. Que sont devenus tous les opposants à l'Europe? Ils sont où là? Ils se sont pas rendus compte que depuis le passage à l'euro, c'était le marasme. Moi, en 2000, je me sentais dans l'opulence, j'avais les moyens. Dès le passage à l'euro, on a commencé à payer les choses 6 fois plus cher, le prix des patates 10 fois plus cher, un café 10 fois plus cher, et les gens, ça les fait pas réfléchir, tout ça. La France est un pays riche, on pourrait très bien vivre sur nous-mêmes. Regardez les Anglais, ils sont moins cons que nous, les Anglais. C'est pas parce qu'on va sortir de l'euro qu'on est foutu, qu'on est mouru, loin de là, loin de là. C'est ce qu'on nous fait croire. Tout repose sur du mensonge. Prenez le contraire. Les francs-mac ne font que mentir. Quand ils vous disent que c'est bien, vous vous dites que non, c'est mauvais pour nous. Et inversement. Donc, c'est fabuleux. C'est plus de la politique, c'est du fromage mou. On, on habitue les gens à se désintéresser de la chose politique. C'est-à-dire que les gens, on les habitue à regarder ça comme une série B, même une série D là. Mais le français ne doit plus participer à la chose politique. Il doit être un observateur passif. Et on observe quoi? On observe une classe politique qui n'est plus du tout représentative. Tout s'entrechoque, tout s'entremêle. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de centre. On a vraiment l'impression et c'est pas une impression, c'est la réalité, c'est les rats qui quittent le navire. Ils sont allés au bout de leur malversation, ils se rendent compte que le Titanic qui est éventré, il est en train de couler, pendant que nous, on est encore sur le pont en train de jouer avec la fanfare, eux se barrent. Ils se barrent pour aller chercher leur petite place au chaud dans les bunkers du nouvel ordre mondial. Donc nous, on va crever là sous la résultante de leur malversation, de leurs mauvaises décisions, de leurs choix déraisonnés, le choix d'une caste qui ne pense qu'à sa gueule sans mettre plein les fouilles et en laissant crever les autres. On a vraiment l'impression, regardez, ils sont tous à ces bottes en train de chercher un petit poste, en train de penser aux prochaines législatives. C'est à vomir, c'est vraiment, c'est à gerber. Pour une fois, j'ai été assez admiratif des propos d'une journaliste, pour ne pas la citer, Natacha Polony, je viens de l'inclure dans la vidéo. En quelques mots, elle a clairement indiqué ce que je viens de vous expliquer, à savoir qu'on a affaire à une classe politique totalement lénifiante, qui est désabusée et qui ne croit plus du tout en ce qu'elle fait. Nous-mêmes sommes là comme des jouets passifs. Il faut vraiment que nous soyons passifs. Il suffit de regarder, je vais me forcer de conclure assez rapidement, parce qu'on pourra encore continuer pendant des heures, tous ces jeunes qui étaient tristes ou même pleuraient lorsque Fillon a perdu. Fillon, c'est quand même... il a fait son temps, on a vu ce que ça a donné au niveau du pouvoir, ça ne nous a jamais apporté le bonheur, même si il fut un temps il a pris ses distances avec Sarkozy, on a vu ce que ça a donné puisqu'on est dedans. Mélenchon est aussi un franc-mac, il est pour l'Europe, je suis désolé, même si soi-disant il prend des positions contre le capital, il n'a jamais dit qu'il fallait sortir de l'Europe. Vous avez tout autant, vous avez pratiquement 20% de ces gens qui étaient tristes à mourir quand ils ont vu que leur candidat ne passerait pas. Mais qu'est-ce que vous vous imaginez encore? Le président sous la Ve République n'a aucun pouvoir. Qui plus est, il est là, il est représentatif, garant du pays, de nos frontières. On n'en a plus de frontières. Il est le chef des armées. Mais on n'a plus d'armée. Sarkozy nous a refoutus dans l'OTAN. C'est plus le président qui décide. On est les larbins. Nous sommes les tirailleurs sénégalais des États-Unis. Tout se décide à Bruxelles.
Ça va changer quoi d'élire quelqu'un et de croire que cette personne va encore changer vos vies? Réveillez-vous, réveillez-vous, il est grand temps. On assiste à une chose paradoxale. Moi, ça me fait penser à moi qui suis un passionné d'histoire. Ça n'est autre que pour moi que l'élection d'un gouverneur de province. C'est pas l'Empire romain qui met en place un gouverneur, c'est l'Empire états-unien, l'Empire du libre-échange à 3000% qui met en place son candidat, le libre-échange avec un grand L, un L énorme. Ça s'arrête là. C'est un sous-homme creux, un golem. Alors j'en viens à l'explication du golem. Dans la mythologie juive ashkénaze, le golem n'est autre qu'une créature d'argile, quelque chose qui relève de l'occulte. On nage en pleine magie. Il est créé, il n'a pas de libre arbitre, il ne peut pas parler, mais il est là pour exécuter les bases œuvres de son maître et pour le défendre. C'est pleinement la définition de Macron. Il est fabriqué de toutes pièces pour défendre les intérêts des oligarques. Et ça s'arrête là. N'allez pas attendre quoi que ce soit, ni de lui, ni de quelqu'un d'autre. Il est évident que j'ai instruit à charge, je me répète, contre lui depuis le début, parce qu'il a déjà fait ses preuves comme tous les autres. Marine Le Pen, avant de crier au fascisme, avant de dire c'est la fin du monde si elle est élue, parce qu'il y a quand même, je pense, une petite chance pour qu'elle le soit, n'allez pas penser non plus que ça va changer vos vies, c'est tout à fait arbitraire. Les dés sont pipés. Entre elle et Macron, il est évident que mon bon sens, c'est simplement mon bon sens qui va vers quelqu'un qui prône un retrait de l'Europe, qui prône un repli sur nous, qui pense France plutôt que de penser, comment dire, pour les oligarques. Mais ça ne changera pas vos vies. Vous allez voir que les dés sont pipés. Si on arrive à nous imposer Macron, vous allez morfler, et moi de même. Et si Marine Le Pen passe, les marchés vont nous couper les vivres. Parce que les vieux, tous nos, comment dire, je cherche mes mots, je commence à être fatigué. Tous nos, comment dire, les gens qui travaillent pour l'État, les fonctionnaires sont payés chaque mois sur de la dette. C'est pas par le biais de nos impôts que tous ces gens-là sont payés. Ça ne marche plus. Il n'y a plus d'argent. Les Rothschild ont bien réussi à phagocyter la chose. Nous empruntons toujours davantage sur les marchés pour régler avec intérêt, ce qui nous permet de survivre chaque mois. C'est chaque mois que ça se passe. Donc, si jamais on arrive à faire passer un candidat qui ne plaît pas à l'oligarchie, ils referont voter les élections, ou ils trouveront quelque chose, ou ils flingueront le candidat qui ne leur plaît pas, ou alors, ou les deux, ou alors ils nous couperont les vivres. Il faut vraiment que vous le compreniez. On nous prépare donc à une tyrannie, on va dire, nécessaire. Bon, elle ne sera pas imposée, elle sera acceptée un peuple, par un peuple zombifié. À cet égard, je vous invite à aller voir ce que je vous disais tout à l'heure, mon article sur mon site internet. Sur la page d'accueil, vous cliquez sur petite précision importante et vous verrez, vous serez informé. Ce qui nous attend n'est pas beau, mais c'est du réel. Et à tout prix, Ordo, Apcao aidant, on va nous imposer un nouvel ordre mondial. C'est plus facile à imposer à un peuple qui est devenu lénifiant. C'est chose faite, c'est chose faite. Avant la télé ou même au début de la télé, vous alliez à un grand rassemblement parmi une foule, vous rentriez, vous aviez le temps d'effectuer un retour sur vous salutaire, le fameux retour sur soi, le fameux discours avec l'âme dont parlaient déjà les philosophes grecs, surtout Platon. Ce qui fait l'homme, ce qu'il construit, c'est l'éternel discours avec lui-même.
le retour soit salutaire pour se faire sa propre opinion, sa propre idée. Elle est où la propre opinion? La propre opinion, elle est où la propre idée maintenant? Regardez nos jeunes, ils sont toujours sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de lecture. Prenez un bouquin, vous êtes seul avec vous-même, vous faites votre propre appréciation. Vous allez vous dire que j'en fais partie, puisque je suis en train de vous donner ma propre appréciation, ce qui n'est pas faux en soi, mais personne maintenant, surtout les jeunes qui sont la cible ultime, ne se coupe du fait qu'une foule c'est con et que quand on n'est pas capable de se couper d'une foule, ben on reste con tout le temps. Et diriger des cons, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile de leur faire avaler n'importe quoi. Je vais être vulgaire, mais c'est la réalité des choses, ça va peut-être en faire sourire certains. Je vais pas non plus terminer sur une note trop négative, mais avec beaucoup de temps et énormément de vaseline, un éléphant arrivera toujours à enculer une mouche. C'est ce qu'on est en train de faire là. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que je n'irai pas voter le 7 mai, parce que on veut nous faire voter contre les métastases en nous faisant voter pour le cancer. Et je suis désolé, je ne voterai pas pour le cancer ni pour les métastases. Je suis en train de vous dire que depuis le début, on joue à un jeu malhonnête où malheureusement, même si certains individus, peu malheureusement, sont animés de bonnes intentions, ça ne donnera rien. Donc ne perdons pas notre temps. Prenons notre temps pour justement mettre les choses à plat et redémarrer quelque chose de nouveau. C'est parfaitement utopique, je sais que ça n'arrivera jamais. J'en profite également pour vous dire que le genre de vidéo que vous êtes en train de regarder sera bientôt relèvera du passé, parce que YouTube, Dailymotion, des trucs comme ça sont dans le collimateur de nos dirigeants. Cette dictature molle va rapidement, vous verrez ce qui va se passer au mois de juin, faire disparaître les moyens d'expression pour des individus comme moi, parce que nous sommes des emmerdeurs. Il ne faut surtout pas que les gens, les quelques éveillés qui restent, le reste encore trop longtemps. Il faut que tout le monde dorme. Et pour que tout le monde dorme, il faut retirer tout ce qui est moyen d'expression. Internet gêne, Internet emmerde le monde, et ce genre de moyen d'expression, on va nous le retirer. Donc dépêchez-vous de regarder, d'en tirer les conclusions, et si ça vous plaît, de faire circuler autre vous, parce que vous verrez que je ne raconte pas de conneries. Dans peu de temps, tout cela va disparaître. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Faites ce que vous voulez le 7 mai. En ce qui me concerne, je n'irai pas voter. Bon courage. Faites des économies, faites des réserves, et surtout sortez votre argent des banques. À bientôt.